L'accusation selon laquelle Israël commet des crimes de guerre n'est pas nouvelle. Committing war crimes. War crimes. War crimes. Et soyons honnêtes, au XXIe siècle, les guerres sont menées sur de multiples fronts, y compris sur Internet. Chaque camp est déterminé à prouver sa légitimité. Les accusations fusent à toute vitesse, sans se soucier de l'exactitude des faits. The fog of war usually refers to people on the battlefield. Well, this now also applies to some of the combatants on social media. Spreading misinformation and outright lies. Et chaque accusation est plus accablante que la précédente. Daily war crimes. Crimes against humanity. Crimes de guerre, génocide, crimes contre l'humanité. Il est tentant d'utiliser un langage de plus en plus dramatique, et c'est comme ça qu'on suscite la sympathie. Mais nous devons être prudents. Des mots comme crime de guerre ont des définitions juridiques réelles et reconnues. Alors, est-ce vrai? Israël commet-il des crimes de guerre comme définis par le droit international? Il s'agit du plus grand massacre de juifs depuis l'Holocauste. Massacre Israeli civilians in their homes. Slaughtered. The situation with the hostages, they say there are around 200 in total. They say about 10% of them are children. Le Hamas a fait irruption dans les communautés israéliennes avec des mitrailleuses, des grenades, des lance-roquettes et des caméras GoPro pour documenter ces atrocités sur les réseaux sociaux. Les Israéliens ont été choqués et déterminés à éradiquer la menace du Hamas une fois pour toutes. Parce que personne ne mérite de vivre à côté d'un voisin qui fait ceci. We will exact a price that will be remembered by them and Israel's other enemies for decades to come. Ça a commencé à frapper Gaza le lendemain. Presque immédiatement, les critiques ont commencé à accuser Israël de crimes de guerre. A war crime. Mais plus nous utilisons ce type de langage de manière abusive ou exagérée, moins ces concepts ont de sens. Je tiens à être clair, je parle ici de définition juridique, de ce qui est autorisé par le droit international. Ça ne veut pas dire que c'est agréable, on ne nie pas la souffrance des civils à Gaza, mais on se demande simplement si ce qui se passe correspond à la définition juridique d'un crime de guerre. A war crime is a violation of the international laws of war, which are principally now found in the Geneva Conventions. For example, the intentional targeting of civilians, the use of human shields, the taking of non-combatants as hostages, torture of prisoners. The essence of the law of war is distinguishing civilians from combatants. Jusqu'à présent, il semble que le Hamas ait commis tout ce qui a été interdit par les conventions de Genève. 80% was torture. And you're talking children, adults. Militants kidnapped more than 100 people. Hamas is willing to use innocent civilians as essentially human shields. Mais nous le savions déjà. Je ne cherche pas à savoir si le Hamas commet des crimes de guerre. J'essaie de savoir si Israël en commet. Les forces de défense israéliennes ont déclaré à maintes reprises que leurs frappes aériennes ne visaient pas les civils. The civilians are in a very difficult situation. I understand that they are not the target. Mais il est impossible de nier que les frappes aériennes de l'armée blessent des civils palestiniens à Gaza. Les frappes aériennes détruisent des maisons et des moyens de subsistance. Elles laissent toute une population dans la misère. Toutes ces souffrances ne constituent-elles pas un crime de guerre? Regardons les choses en face. La Cour pénale internationale n'existe que depuis une vingtaine d'années. Son objectif est de poursuivre les criminels de guerre. Pour ça, elle utilise le statut de Rome de la Cour pénale internationale, qui définit tous les crimes de guerre qui mériteraient d'être punis, comme cibler des civils. Despite Hamas openly slaughtering innocent civilians, there are no reliable reports that the Israel Defense Forces have intentionally targeted civilians. Comment le sait-on? Des experts indépendants surveillent la situation. Aussi horrible que cela puisse paraître, la définition juridique d'un crime de guerre semble dépendre de l'intention. Une attaque est-elle destinée à tuer des civils ou non? Si la réponse est non, comme c'est le cas en Israël, les frappes aériennes incessantes ne peuvent être considérées comme un crime de guerre. Comment connaître les intentions d'Israël? Eh bien, ils nous l'ont dit. Right now, we are fighting a war, and we are fighting a war against a terrorist organization, not against the population. And we make sure that they know which way to go in order for them to get out of harm's way. L'armée a donné l'ordre d'évacuer les résidents civils de la ville de Gaza. Israeli leaflets raining down, warning Gazans they have just 24 hours to move away from the border. Plus de la moitié d'entre eux ont fui. Elle a agi ainsi pour minimiser le nombre de victimes, tout comme elle l'a fait pour les milliers d'Israéliens du nord et du sud du pays menacés respectivement par le Hezbollah et le Hamas. There is an ongoing evacuation effort. 28 communities to be evacuated. Donc non, la mort de civils à Gaza, bien que douloureuse, ne constitue pas un crime de guerre de la part d'Israël. Pour qu'il y ait crime de guerre, il faudrait que ces morts soient ciblées intentionnellement. Et ce n'est tout simplement pas le cas. L'évacuation des civils de Gaza est une tentative de sauver des vies civiles. Ok, quelle est la suite? La principale critique qu'on entend encore et encore est que les attaques d'Israël contre Gaza sont disproportionnées. The stark contrast in casualties on both sides is also suggestive of a wholly disproportionate response. Et ça ressemble à un crime de guerre. Tout est là.
dans la documentation. Même si Israël ne vise pas délibérément les civils, il est difficile d'ignorer le nombre de morts et les images de destruction qui proviennent de Gaza. The rapidly raising death toll in the enclave has now crossed the 5,700 mark. Selon le ministère de la Santé à Gaza, des milliers de Palestiniens sont morts lors de cette dernière série de frappes aériennes. Attendez, le ministère de la Santé à Gaza, ça semble officiel, ça a l'air légitime. Mais le gouvernement à Gaza est dirigé par le Hamas. Le ministère de la Santé à Gaza est le Hamas. Les mêmes terroristes qui massacrent les civils israéliens et appellent à un jour de rage contre les juifs du monde entier. Hamas calling for a day of rage across the Arab world and beyond. Jewish people around the world have been told to stay vigilant today. Oui, je ne sais pas, mais peut-être que l'on ne devrait pas prendre leurs estimations de pertes au pied de la lettre. D'accord. Admettons que le soi-disant ministère de la Santé à Gaza soit en fait rempli de personnes soucieuses de la vérité. Imaginons un instant qu'on puisse avoir une confiance absolue dans leurs chiffres. Les chiffres qu'ils rapportent sont élevés. Ça indique-t-il un crime de guerre? La proportionnalité ou l'absence de proportionnalité a-t-elle de l'importance lorsqu'il s'agit du droit de la guerre? Il s'avère qu'en quelque sorte, oui. Mais pas de la manière dont vous pourriez le penser. The calculus in proportionality is not about revenge. It's not about striking back against your enemy in direct proportion to how hard you were hit. En d'autres termes, il ne s'agit pas de rendre œil pour œil, il ne s'agit pas de perpétrer exactement les mêmes actes, il ne s'agit même pas du nombre de morts. Ça semble fou, je sais, mais en voici la raison. When you judge the appropriateness of an attack based on the number of people who died, you don't end up protecting civilians, you end up incentivizing human shields. Le Hamas est très doué pour les relations publiques. Il sait qu'il a une histoire convaincante. Plus il y a de civils qui meurent, plus ils peuvent dire « Hé, notre attaque contre Israël est justifiée ». C'est pourquoi ils ont intérêt à utiliser des boucliers humains. La protection des civils ne leur apporte rien. En fait, ironiquement, plus il y a de civils morts, plus le Hamas semble légitime. C'est tellement grossier à dire, mais c'est vrai. C'était dans leur plan pour le 7 octobre. What proportionality says is when you're picking a military target, the anticipated civilian damage should be somewhat proportionate to the military advantage. So let's say you're trying to take out a sniper in a building, you can't level the whole city block. It does mean you could potentially target the building, even if it's a civilian building. So, for example, to take out a Hamas leader, it could be proportionate to take out a building with civilians in it. Ce qui est dur, c'est qu'il n'y a pas de chiffres, il n'y a pas de ratio. Ce n'est pas comme si un groupe entier de pays s'était réuni et avait décidé que si l'avantage militaire est vraiment précieux, alors ce nombre de victimes civiles est acceptable. Il n'y a pas de formule mathématique pour calculer les pertes civiles. Et c'est logique, car codifier une telle formule serait absolument macabre. Mais ça laisse beaucoup de place à l'interprétation. Et ça suffit à empêcher toute personne morale de dormir. Je n'envie pas ceux qui doivent prendre ce genre de décision. Comment décider de raser ou non un bâtiment, sachant qu'on élimine l'un des principaux architectes d'un massacre? Et qu'on risque de nuire à ses voisins, qui pourraient, je dis bien, pourraient ne pas être liés au conflit. Ce type de décision pèse lourdement sur une personne. Et la seule chose qui puisse nous réconforter est de savoir que ces frappes pourraient empêcher d'autres morts inutiles à venir. Saving millions of lives from terrorists who would demonstrably, brutally end those lives if given the slightest chance is what you would call an overwhelmingly necessary and just military objective. It's about the security of our world, the security of the United States of America. Ça semble logique, même si ça peut être dur à admettre. Ok, une dernière, et elle est de taille. Dans la semaine qui a suivi l'attaque du Hamas, Israël a annoncé qu'il couperait l'électricité, l'eau et l'internet à Gaza. Bien que ce type d'action soit destiné à faire pression sur le Hamas, elle ne se fait pas dans le vide. Les civils en pâtissent également. Les habitants de Gaza souffraient déjà d'un manque d'infrastructures adéquates et d'insécurité alimentaire. Ils n'ont pas assez d'électricité, d'installations sanitaires ou d'accès facile à l'eau potable. Le Hamas a passé les 17 dernières années à utiliser l'argent de l'aide pour financer la terreur, au lieu de moderniser les systèmes d'assainissement, les stations d'épuration et le réseau électrique. Pire encore, il a volé des fournitures humanitaires essentielles comme le carburant dont la centrale électrique a besoin pour fonctionner. La crise s'est aggravée lorsqu'Israël a coupé l'électricité et l'eau en réponse à l'enlèvement de plus de 200 Israéliens par le Hamas. Ces mesures sont-elles considérées comme un crime de guerre? Blockades or sieges like the one in Gaza are not prohibited in international law. Of course, siege law does have humanitarian aspects, right, including the facilitating of food and medicine over the border by third parties, but that's if and only if they can be reliably delivered without diversion to the enemy. Just a couple of days ago, the UN confirmed that Hamas was stealing those packages. Les frontières de Gaza sont contrôlées depuis l'arrivée au pouvoir du Hamas en 2006. Qu'est-ce que ça signifie? Gaza est frontalière à deux pays, l'Égypte et Israël. Tous deux appliquent des règles strictes concernant les personnes et les biens qui peuvent entrer et sortir de la bande de Gaza. De la nourriture, oui. Des médicaments, oui. Des travailleurs, 17 000 Gazaouis passent chaque jour en Israël pour travailler. C'était le cas jusqu'au 7 octobre. Des malades, oui. Certains habitants de Gaza ont reçu un traitement médical en Israël. Et qu'on soit clair, les blocus sont légaux en vertu du droit international.
Bien sûr, l'Égypte et Israël empêchent toutes sortes de marchandises d'entrer dans la bande de Gaza, mais c'est parfaitement légal au regard des règles de la guerre. Et ils ne le font pas parce qu'ils sont des abrutis qui veulent rendre la vie des civils misérable. Ils maintiennent le contrôle de ce qui entre dans Gaza parce que le Hamas peut être, disons, créatif. They tore out the water pipes that Europe donated to them to use for missiles. Détruire les canalisations d'eau, voler du carburant destiné aux civils, pourquoi? Pourquoi le Hamas ferait-il ça? Selon les Palestiniens de Gaza, la réponse est très simple. Il s'avère que le Hamas n'est pas un bon gars. Qui l'aurait cru? Certains des habitants de Gaza en ont assez du Hamas. Comment on le sait? Ils en ont parlé à des cinéastes dans le cadre d'une série de documentaires intitulée Whispered in Gaza. Pourquoi chuchoter? Parce qu'il est dangereux de s'élever contre le Hamas. Les réalisateurs ont dû déguiser les voix et les identités à l'aide d'animations. Mais la colère de ces habitants de Gaza transparaît. صار في عندنا مضايقات من الأمن تبعين الكتلة الإسلامية. ممنوع تحكي بالليش حرب. وحماس أخ على الناس بس قلت لهم بالنهاية هدول ناس عندهم عقيدة شايفين إنه أي حد مش معهم عدو. فكرة حماس بالنسبة لهم هي الدين وهي الوطن والناس اللي في الشارع هدول ضد الدين وضد الوطن. En écoutant ces témoignages, on a l'impression que le fait que l'Égypte et Israël contrôlent tout ce qui entre dans la bande de Gaza n'a presque aucune importance. Soyons honnêtes, le Gazaoui moyen ne voit qu'une fraction de l'aide ou des fournitures qui entrent dans la bande de Gaza. Le Hamas en vole une grande partie, que ce soit en revendant les marchandises à des prix exorbitants ou en les utilisant pour attaquer Israël. Il y aura toujours des gens qui diaboliseront Israël simplement parce qu'il existe. Mais je vais choisir de croire que c'est pas aussi noir et blanc pour beaucoup de gens. Je pense que des personnes bien intentionnées comparent probablement les images de Gaza avec ce qu'elles savent de ces documents et décident sur la base de la souffrance des civils qu'Israël commet des crimes de guerre. Mais après l'étude de nombreux experts et témoignages, on peut affirmer en toute confiance que ce n'est pas l'intention d'Israël. Et l'intention est importante. C'est l'épine dorsale du droit militaire international. Et soyons vraiment honnêtes, Israël ne gagne rien à cibler délibérément des civils. L'État juif existe pour assurer la sécurité du peuple juif. Et le peuple juif n'est pas en sécurité nulle part lorsqu'Israël entre en guerre. Des étudiants américains et des manifestants australiens appellent déjà à un génocide juif. Des gens ordinaires en Espagne, en Allemagne et en Tunisie brûlent littéralement des synagogues. Tout cela parce qu'ils pensent qu'Israël commet des crimes de guerre. Alors dites-moi, qu'est-ce qu'Israël a à gagner en ciblant délibérément des civils au mépris du droit international? Rien du tout. Absolument rien. En fait, il y risque de tout perdre. Sa réputation, sa sécurité, la sécurité de la population juive mondiale, sa moralité, son âme. Alors non, Israël ne commet pas de crimes de guerre. Il fait la guerre, en toute légalité et conformément au droit international. Elle peut être laide, infernale, affreuse et déprimante, mais ce n'est pas un crime de guerre, c'est juste une guerre. Et j'espère qu'un jour, de mon vivant, il n'y aura plus de guerre. Mais jusqu'à que ce jour arrive, je suis fière de savoir qu'Israël respecte les règles de la guerre et qu'il fait de son mieux pour protéger tous les civils, y compris ceux qui vivent sous un gouvernement terroriste.